En 2026, les 3 ETF sur le PEA que je vais te montrer ont fait respectivement plus 11,23%, 12,65% et quasiment 25% pour le plus performant. Et pendant ce temps-là, l'ETF qui était sur l'Eurostock 50 avec le plus gros encours, l'ETF d'iShares, a fait moins 4% depuis le début de l'année. Et sur les MSCI World, on est à moins 2%. Et tout ça, c'est pas une coïncidence. Petit spoil, dans cette vidéo, on va pas seulement te montrer avec Alfred, parce qu'on est quand même très sympa, les fonds les plus performants depuis le début de l'année, on va te montrer une stratégie très simple à mettre en place qui a battu les indices. Salut, c'est Gabriel. Alors, petit rappel, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus, donc tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Alors, juste avant qu'on s'attarde sur les fonds les plus performants depuis le début de l'année, on va regarder les fonds les plus performants en 2025 pour voir finalement s'il y a une tendance qui est en train de se dégager. Alors maintenant, tu as l'habitude de ce site-là. Le fonds le plus performant en 2025 éligible au PEA, c'est l'iShares qui était sur le secteur bancaire, donc un ETF thématique. Le deuxième, c'était l'Amundi IBEX 35. Donc ça, c'est un CAC 40, mais en mode sangria, à la sauce espagnole. Et le troisième, on était sur un fonds géographique, là aussi, sur l'Amundi MSCI Grèce. Tu le vois ici, ils ont très bien fonctionné en 2025, mais depuis le début de l'année, on voit que la performance est quand même assez mitigée. Ah bah du coup Gabriel, c'est ce que je pensais, investir dans un ETF, c'est une gestion passive. Donc tu prends un indice MSCI ou S&P 500 ou même Eurostock 50 pour avoir une performance globale. Alors tu sais peut-être pas, mais on a un petit côté breton avec Alfred, côté un peu investisseur contrariant, mais on va regarder ça dans la troisième partie de la vidéo. Là maintenant pour l'instant, on va s'intéresser aux fonds les plus performants depuis le début de l'année. Alors on va appliquer juste deux critères. Le premier, c'est que l'ETF doit être éligible au PEA. C'est un peu le but de la vidéo. Et le deuxième, c'est que la taille du fonds de cet ETF soit supérieure à 100 millions d'euros au moins, parce que ça te permet d'avoir un ETF qui est quand même plus liquide et de limiter ce fameux spread. C'est l'écart entre l'achat et la revente. Ça, c'est des coûts induits, mais je t'en ai parlé pas mal dans mes vidéos. Donc une fois qu'on a appliqué ces deux critères, on trie tout simplement sur la performance depuis le début de l'année et ça nous donne ça. Et le troisième fonds le plus performant depuis le début de l'année, alors on ne l'avait pas vu venir avec Alfred, c'est un fonds géographique et on est sur l'Amérique latine. Donc c'est l'Amundi PEA MSCI Emerging Latin America. Et en termes de caractéristiques, donc il a des frais à 0,3%, donc plutôt mesuré. C'est un fonds capitalisant et avec une réplication synthétique. Donc pour rappel, un ETF synthétique ne va pas détenir directement les actions qui composent l'indice en fait. Donc en gros, il va acheter des instruments financiers pour justement échanger l'indice et avoir la performance de l'Amérique latine. Donc le fonds fait 153 millions d'encours sous gestion, donc il est assez liquide. Il a été créé depuis 2019, donc on a quand même un assez bon historique. Et en termes de performance, on est à plus 11,23%. Et rappelle-toi, au moment où je tourne cette vidéo, l'Eurostock et le CAC 40 sont négatifs, donc on est quand même plutôt pas mal. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il performe depuis le début de l'année? Alors j'ai posé la question à Alfred, et en fait c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément actuellement parce qu'on est vraiment axé sur l'Iran au moment où je tourne cette vidéo, mais c'est vrai que l'Amérique latine est assez éloignée des conflits. Bon, c'est sûr que tu avais eu le Venezuela, mais je dirais c'est pas forcément impacté par les pays qui composent cet indice-là. Quand tu regardes la composition de cet ETF, on est vraiment axé sur deux pays essentiellement, le Brésil, le Mexique, c'est vraiment les deux pays, les deux économies vraiment phares de l'Amérique latine. On est vraiment assez centré sur le secteur de la finance, à plus de 40% avec les matériaux et la consommation non cyclique. Alors le deuxième fonds le plus performant de l'année, c'est... Donc tout à l'heure on était sur un fonds géographique, là on va être sur un fonds thématique, c'est l'Amundi Stock Europe 600 Utilities. Donc lui, il va avoir des frais à 0,3%. Pareil, c'est un fonds capitalisant, synthétique. En termes de liquidité, on est bon. Et il a été créé depuis 2006. Donc pareil, on a un bon historique. Alors, la thématique Utilities, en fait, ça va être des fonds qui vont investir sur des services liés aux collectivités locales. Alors, quand je dis des services, ça va vraiment être axé sur l'énergie, donc eau, électricité, gaz. Donc, depuis le début de l'année, il fait plus 12,65%. Alors, bien sûr, c'est un fonds qui va profiter du conflit au Moyen-Orient avec la hausse des matières premières sur le pétrole et sur le gaz. Et l'indice de cet ETF, c'est l'indice Stock Europe 600. Donc, lui, il va être composé des 600 actions
actions les plus liquides, que ce soit des grandes, des moyennes ou des petites capitalisations. Bon, après, en général, c'est quand même les grandes capitalisations qui sont les actions les plus liquides. Cet ETF-là, point important, est quand même assez concentré, hein, parce que tu vois qu'on n'a que 27 valeurs dans l'ETF. On est essentiellement sur le Royaume-Uni, Espagne, Italie et Allemagne et France. Et en termes de lignes qui pourraient nous parler, on a du NJ, du EON et du Veolia. Et voilà, en termes de secteur de l'indice, là, pas de surprise. Et le fonds numéro 1, roulement de tambour, c'est... Alors là, aucune surprise, on va être sur l'iShares Diversified Commodity Swap. Donc les commodities, c'est tout simplement le marché des matières premières. Donc tu n'as pas forcément du pétrole, enfin que du pétrole ou du gaz, mais tu auras par exemple des matières agricoles. On va regarder ça un peu plus dans le détail. Le fonds en termes de frais à 0,46%, capitalisant synthétique, 277 millions sous gestion, donc on est bon. Et le fonds a été créé en 2007, donc avec un bon historique. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand tu investis dans un ETF qui est thématique, donc sur un secteur vraiment très particulier, d'avoir une thématique un peu plus élargie. Tu vois, là, on n'est pas uniquement sur un ETF lié au pétrole, ou auquel cas, ce serait quand même assez risqué et assez volatile. Là, on investit à la fois sur le pétrole, sur le gaz et sur les matières agricoles. Donc le fonds fait plus 25% depuis le début de l'année. Alors je suis un peu étonné juste de la notation de la note SRI risque, où on est à 4. Tu vas voir un peu après pourquoi. Donc c'est un fonds qui va t'exposer à un large éventail de matières premières. Chaque secteur étant limité à 33%, donc tu ne vas pas avoir une surpondération sur un secteur en particulier, mais avoir plutôt une diversification de tes risques. Donc ça, c'est quand même pas mal et assez diversifié. En termes d'exposition, donc comme je te l'ai dit, secteur de l'énergie, des métaux précieux, métaux industriels, de l'élevage et de l'agriculture. Alors tu n'auras pas des vaches dans l'ETF, mais tu auras tout simplement des matières. On va regarder ça, on va regarder le détail juste après. Donc c'est un fonds qui est éligible au PEA, ça, pas de souci. En termes de performance, tu vois qu'on est en performance annualisée finalement sur 5 ans, on est à plus 10%, donc ça c'est quand même plutôt bien, donc supérieur finalement à la bourse en moyenne historique. Après, avec quand même de la volatilité. Pourquoi? Parce que, et c'est là où je m'étonne un peu de la note de risque, parce que pour moi, je serais un peu plus élevé, parce que là, tu n'es vraiment pas sur des actions, mais vraiment sur des matières premières. Donc là, tu vois, par exemple, tu as de l'or, Brent et WTI. Donc là, on est sur le pétrole. Du gaz et soybean, corn. Bon, après, pour pas passer pour une quiche en anglais, on a vérifié corn, on est plutôt sur du maïs avec les cornflakes. Bon, après, tu as compris un peu l'idée du fond. Donc, comme tu peux l'imaginer, tout ça, ça fait un cocktail qui est plutôt pas mal en termes de performance parce que tu bénéficies de la hausse de l'or, du pétrole, du gaz et tout en étant diversifié. Bon, maintenant qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on fait, Alfred? Ok, une stratégie ETF simple à mettre en place. Ok, j'étais parti pour une blagounette, mais tu veux rester sérieux, alors c'est parti. Alors d'ailleurs, je suis très curieux, Gabriel, que tu montes ta stratégie, parce que tu m'as dit en 2025, c'était Espagne, Grèce et les banques. 2026, ça n'a rien à voir. Je sais pas, j'ai envie de dire que 2027, ça n'aura rien à voir non plus. Donc moi, j'ai pas de boule de cristal et va pas me commencer à me dire que t'en as une, hein. Non, tu sais, on n'a pas de boule de cristal, mais on a Alfred. Et ça, c'est pas mal et faut l'utiliser. Et on a fait une vidéo où on t'a montré en fait qu'un grand économiste avait théorisé une sorte de grille d'analyse pour bien investir en fonction de différents cycles économiques. Alors juste un petit rappel pour recontextualiser un petit peu les choses. Sur la performance des indices, donc sur le MSCI World, en 2022, on était à une performance négative à moins 13,1%, 2023 plus 19,5% et 2024 plus 26,2%. Et notre point avec Alfred, c'est en fait de se dire plutôt que d'investir 100% sur un ETF assez large comme le S&P 500 ou le MSCI World. D'ailleurs, petit rappel, tu peux complètement optimiser ton ETF grâce à ce que je t'ai montré, hein. Oui, et c'est plus optimisé d'investir 75% sur un indice large optimisé et 25% sur une tendance majeure sur l'année. Et cette tendance-là, forcément, elle va évoluer un peu dans le temps et on va regarder ça tout de suite. Donc l'idée, c'est de profiter un peu des tendances. Par exemple, rappelle-toi, là je suis sur les niveaux d'inflation en France.
Tu vois qu'en 2022, donc pour rappel, on était sur un pic parce que tu avais le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, donc inflation très élevée, activité, enfin croissance élevée aussi, parce qu'on était sur la fin, du Covid. Donc du coup, ce que nous disait Charles Gave, c'était d'investir sur... Alors c'était une question simple parce que je sais que tu as regardé la vidéo. Donc en fait, c'était le secteur de l'énergie. 2022, tu vois, on a fait plus 29%. Donc c'est juste excellent quand les indices ont fait moins 13% en moyenne. Ouais, mais attends, Gabriel, c'est facile de dire ça. Toi, tu regardes ça avec ton rétroviseur. Mais en plus, sur le secteur de l'énergie, ça a énormément monté les premiers jours du conflit. Donc, si j'investis même une semaine après, bah, j'ai perdu toute la performance. Donc, ça sert à rien ce que tu dis. Tu te rappelles de mon côté breton? Attends, on va regarder ça de plus près. Alors, le conflit a commencé fin février 2022. Donc, c'est sûr que le jour où le conflit a éclaté, tu as une hausse subite de tout ce qui était lié à l'énergie. Donc, forcément, comme tu réagis après coup, tu n'auras pas la même performance que 29%. Mais si tu regardes bien le graphique, si tu as loupé cette performance, bon c'est sûr, c'est dommage, hein, on va pas se le cacher, mais en tout cas, tu as quand même l'indice qui a bien monté. Et rappelle-toi, c'était l'année où les marchés étaient négatifs. Donc de toute façon, même si tu investis après coup, alors l'idée c'est pas de réagir 6 mois après, hein, tu as compris un peu l'objectif, mais même si tu ne réagis pas immédiatement, mais tu réagis quelques jours après, sur un événement, encore une fois j'insiste, qui est vraiment majeur et marquant sur l'année, parce que tu as quand même un conflit, donc voilà, c'est quand même un événement majeur sur l'année, et bah forcément ça va infléchir la performance de certains secteurs et favoriser d'autres indices, notamment le secteur lié à l'énergie. Et donc tu vois là, comme je viens de te le dire, et bah, ça a continué d'augmenter au titre de l'année 2022. Pourquoi tu fais 75, 25 et pourquoi est-ce qu'il faut changer tous les ans? Alors déjà sur la répartition 75-25, déjà parce qu'on veut minimiser notre risque avec Alfred, parce qu'on peut se tromper. Si Alfred, on peut se tromper. Donc c'est vrai que déjà en ayant 75% sur un indice qui est optimisé, bah, déjà ça permet de minimiser notre risque. Alors quand je te dis tous les ans, c'est un peu une façon de parler, ça peut être aussi tous les 6 mois, enfin dès que tu as un événement qui est vraiment majeur et impactant sur l'économie mondiale. Donc 2022, bah, voilà, il y avait ce conflit-là qui a eu un impact vraiment très important. 2023, tu avais une autre tendance. Alors on voit assez peu là, enfin ça saute pas, ça pique pas les yeux, mais en tout cas tu avais quand même une baisse de l'inflation, mais surtout tu avais une croissance qui ralentissait pas mal. Donc dans ce contexte-là, le meilleur pour investir, c'était... Alors comme tu as de la croissance qui reste quand même assez importante, même si tu as de l'inflation, il faut aller sur des secteurs sur lesquels, bah voilà, qui ne souffrent pas, je dirais, du coût des matières premières. Donc l'un des secteurs qui peut justement optimiser ça, ça va être le secteur technologique. Alors on le voit, il y a des problématiques de coûts liés à l'électricité, etc. Mais c'est vrai que là, avec notamment le développement de l'IA, c'est un problème qui se matérialise vraiment maintenant, mais un petit peu moins dans les années 2023. Il y avait un peu moins cette problématique-là. Et en tout cas, tu vois que l'indice, alors par contre, j'ai plus les chiffres en tête, donc on doit être ici. 2023, on était sur voilà, une performance du MSCI World, tu vois, à 19%, un peu moins de 20%. Et le fonds, enfin les valeurs technologiques, 2023, on a fait plus 49%. Et finalement, 2024, si on regarde les chiffres de l'inflation, alors là, plouf plouf, ça doit être celui-là, pas du tout. Et ben on va dire celui-là. Voilà, donc 2023, on était à 4,9. 2024, baisse assez marquée de l'inflation. Mais pareil, il y avait quand même une croissance qui était relativement importante. Donc tu pouvais rester sur cette thématique-là. Bon, tu as compris l'idée. Après, c'est sûr que c'est facile de dire ça quand on regarde un peu les performances passées. Mais l'idée, c'était vraiment de te dire qu'avec quelques indicateurs, bon, bah, c'est sûr que dès que tu as un conflit, après, il faut savoir si ce conflit va durer ou pas. Tu peux avoir aussi des coûts, des hausses liées à des matières premières, des baisses ou des hausses très importantes au niveau des taux d'intérêt. Donc tout ça, c'est des facteurs qui vont avoir un impact très important sur l'économie. Et autant profiter à la marge, comme tu l'as compris avec Alfred, parce qu'on est quand même assez prudent. Si tu veux des ETF avec une grosse performance et que tu es prêt à avoir la même sensation qu'en étant sur une montagne russe tout en restant sur ton fauteuil, je t'invite à regarder cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Regarde bien les vidéos parce que ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne. Il faut grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut.